Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui vous aident qui elles sont et agir selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre l'aventure avec vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un homme qui est avant tout une énergie vitale extraordinaire, un destin hors du commun et une personnalité rayonnante et inspirante. Son livre autobiographique « Je suis parce que nous sommes », itinéraire d'un enfant surdosé, m'a profondément touchée. Après une descente aux enfers, au fur et à mesure des épreuves dont il a dû faire face, son envie de remonter sur scène pour faire de la musique ressurgit et lui redonne de la joie. Il revient à ses premières amours. Quand il apprend qu'il n'est finalement pas malade, il décide de tenir sa parole. Il se lance alors dans l'écriture et la composition de chansons. Avec ses musiciens, il tourne en France et à l'international. J'ai eu le plaisir d'accueillir Jörg Pfeiffer, auteur, compositeur et interprète. Bonjour Jörg et merci d'être avec nous. Bonjour. Pour commencer, si vous aviez un mot pour vous définir, ce serait lequel ? Ça c'est absolument impossible pour moi. Je m'en doutais un peu. C'est pour ça que je me suis dit, je vais vous poser la question. Un mot, c'est une question piège. Alors, je vais essayer de me prêter au jeu quand même. Un mot, je vais dire présence. Alors, je peux pas dire que ce soit forcément ce qui me qualifie moi. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire le plus. Et j'entends par présence le fait d'être pleinement là. Voilà. Eckhart Tolle et tout un cursus aujourd'hui de gens parlent de l'instant présent, etc. Moi, je préfère le mot présence parce que je crois qu'on peut être présent à plein de choses et pas forcément à l'instant présent, parce qu'il y a une espèce d'injonction à être dans l'instant présent. Moi, ça m'arrive très très souvent d'être ailleurs, en fait, d'être dans ma tête et d'être extrêmement présent à ce qui se passe dans ma tête. Donc, de l'extérieur, on peut dire que je suis pas du tout présent. Non, je vais dans un autre univers dans lequel je suis extrêmement présent. Et je pense que c'est très important. Et puis, j'ai lu dernièrement une étude qui disait que les gens qui arrivaient à revivre des moments du passé et que ce soit très joyeux pour eux, donc des gens qui sont extrêmement présents à des moments passés, étaient les gens les plus heureux. Et je trouve ça très intéressant, cette étude-là, parce qu'elle donne une petite claque à l'injonction de l'instant présent, parce qu'on peut tout à fait se remémorer des instants passés et déclencher en soi quelque chose qui vous rend joyeux et vous rend heureux, et ça, c'est pas du tout un problème. Ce qui est un problème, c'est que le passé, on le rumine. Donc, la plupart du temps, lorsqu'on est dans le passé, c'est pour ruminer des choses qui nous font mal. C'est ça qui est un problème. Et à quoi l'intitulé de votre livre « Je suis parce que nous sommes » fait-il référence ? Alors, je travaillais pour une ville, la ville de Sarcelles, et ils m'ont demandé, parce que pour un tournoi de foot, ils réunissaient 750 enfants et ils voulaient qu'à la remise des coupes, les enfants chantent une chanson qui porte haut les couleurs de solidarité et de partage. Donc j'ai évidemment accepté d'écrire cette chanson et ça m'intéressait beaucoup. Et lorsque je cherchais de l'inspiration, j'ai une amie, alors hasard ou synchronicité, dirait Jung, j'ai une amie qui m'envoie un conte qui se passe en Afrique du Sud et que j'ai trouvé extraordinaire. Et ce conte, c'est l'histoire d'un anthropologue qui aperçoit un groupe d'enfants. Il leur dit « Hey, les enfants, on va faire un jeu. Vous allez courir jusqu'à l'arbre là-bas. Le premier qui touche l'arbre gagne toute la corbeille de fruits. Et vous avez tous les enfants qui se sont mis à marcher, main dans la main, pour aller toucher l'arbre tous en même temps. » Et l'anthropologue surpris demande aux enfants « Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça ?» Il y a un des gosses qui prend la parole et qui dit « Ubuntu ». Il dit « C'est quoi Ubuntu ?» Il dit « Chez nous, l'Ubuntu, c'est notre philosophie. Ça pourrait se traduire dans votre langue par « je suis ». Parce que nous sommes. Ça me sert à quoi, moi, de manger tous les fruits, si mes frères sont affamés ? Et j'ai trouvé ça merveilleux.
Ouais. Et j'ai écrit une chanson, puis ça a été à la suite de ça, lorsque j'ai écrit le livre, mon livre. J'ai voulu écrire là-dessus parce que je crois que c'est... d'ailleurs, vous me demandiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous définir en un seul mot? J'aurais pu dire Ubuntu aussi, c'est-à-dire j'aurais pu dire je suis parce que nous sommes. Et effectivement, ce conte m'a énormément touché parce que je crois que toute ma vie, j'ai été au service un tout petit peu de cet Ubuntu avec la volonté de créer du lien, de faire que les gens se sentent en lien, de créer de la solidarité, du partage autour de moi. C'est quelque chose qui a toujours été très important. Comment pourrais-je manger si mes frères sont affamés? Comment pourrais-je m'abreuver si mes frères sont assoiffés? Comment pourrais-je respirer si mes frères sont asphyxiés? Et comment pourrais-je dormir si j'entends mes frères gémir? Si mes sœurs sont entravées, comment pourrais-je m'élever si mes sœurs sont humiliées? Et comment pourrais-je rire si je sens mes sœurs souffrir? Ubuntu, 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 Ubuntu. Comment pourrais-je rêver si les miens sont divisés? Comment pourrais-je espérer si les tiens sont déchirés? Comment pourrais-je exister si les liens sont disloqués? Comment être humain en somme? Je suis parce que nous sommes. 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 Et pour quelles raisons vous sentez-vous ou vous vous êtes senti surdosé, comme vous l'indiquez dans le sous-titre de votre livre, Itinéraire d'un enfant surdosé?
Je pense qu'il n'y a pas de raison précise, en fait. C'est quelque chose que je sens depuis que je suis tout gamin. En fait, je sens les émotions avec une intensité très, 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 très forte. Donc, je peux, depuis que je suis enfant, souffrir d'une façon très violente pour des choses qui peuvent paraître complètement anodines pour les autres. Et je peux être aussi en joie de façon très, très intense. Peut-être aussi pour des choses qui peuvent paraître anodines pour les autres. En fait, à la base, le livre a été sorti dans une première édition et le sous-titre était « Itinéraire d'un enfant surdoué ». J'avais un tout petit peu plié aux volontés de ma manager qui pensait que c'était une bonne idée de parler de cette douance, comme on dit, ou de ce haut potentiel qui me caractérise, entre guillemets, parce que j'ai horreur de ce mot-là. Et comme je déteste le mot surdoué, parce que je me sens vraiment pas doué, même souvent je me sens complètement sous-doué, et je me sens surtout pas sûr, et encore moins sur les autres. Donc le mot surdoué m'a agacé profondément. Et lorsque on a fait une deuxième édition avec mon éditeur, et que j'ai changé d'ailleurs une grosse partie du livre pour la deuxième édition, eh bien, j'ai voulu changer ce sous-titre qui ne me correspond pas, surdoué. Et je me suis amusé avec les mots comme j'aime le faire souvent. Et de surdoué, j'ai mis surdosé. Parce que surdosé, ça me correspond. Une surdose de tout et une surdose dans tout ce que je fais. Aviez-vous toujours eu l'impression d'être en décalage par rapport aux autres ? Oui, absolument. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui faisait, quels étaient les événements ou les situations qui vous faisaient vous sentir justement en décalage ? Les centres d'intérêt que vous pouvez avoir, qui sont pas les mêmes que les centres d'intérêt des petits garçons ou des petites filles que vous fréquentez. Donc la plupart du temps, une fréquentation de gens plus âgés. Parce que ça me donnait plus l'impression de me nourrir, donc une volonté aussi une quête de sens qui est très très forte, y compris lorsque vous êtes enfant, ce qui n'est pas forcément l'apanage ni le besoin de tous les enfants, en tout cas que je fréquentais. Mais le décalage, vous savez, c'est toujours une impression, c'est-à-dire que lorsque vous vous sentez extraterrestre, et ça peut nous arriver tous d'une certaine manière, c'est-à-dire pas tout à fait inclus dans le cercle, pas tout à fait admis, etc. Lorsqu'on se sent extraterrestre, on imagine ce que les autres peuvent sentir, ressentir et penser. Et bien souvent, on augmente le décalage par nos propres projections à nous. C'est-à-dire que je pense qu'on est beaucoup moins en décalage avec les autres que ce que l'on croit. C'est en tout cas ce que j'ai découvert par la suite. C'est-à-dire que, vous savez, lorsque deux boxeurs montent sur le ring, ils ont tous les deux l'impression que l'autre est plus grand qu'eux. C'est un syndrome qui a été étudié chez beaucoup de sportifs, de boxeurs, etc., etc. Parce qu'on voit toujours l'autre différemment de ce qu'il est. Et dans l'adversité, on le pense toujours plus fort parce qu'on se dénigre, parce que nous, on voit nos propres faiblesses et que sur les autres, on voit que ce qui nous impressionne. C'est un peu pareil à tous les niveaux. Souvent, on se sent exclu ou pas à sa place dans un groupe, parce qu'au fait, tout le monde, d'une certaine manière, joue un jeu pour appartenir à ce groupe. Et le jeu que l'on joue, on l'identifie à ce que sont réellement les autres. Ça crée des décalages beaucoup plus importants que lorsque on les côtoie de près, qu'il y a un échange, il y a du partage. Et là, on se sent beaucoup plus en lien. Et
avez-vous toujours affirmé votre différence ou avez-vous tenté de rentrer dans un moule? Alors moi, c'est ma chance, c'est-à-dire que j'ai eu une mère qui d'abord a eu 10 enfants, et moi je suis le 9e d'une famille de 10, qui était une femme qui n'avait pas peur, et donc qui osait m'accepter tel que je suis, qui osait me dire oui, et me dire oui à tout et n'importe quoi. Je me souviens, j'en parle dans mon livre « Je suis parce que nous sommes ». Lorsque j'étais tout gamin, j'étais fasciné par les courses de bateaux à travers l'Atlantique, les courses transatlantiques, etc. Et donc, je lui avais dit que je voulais traverser l'Atlantique. Elle m'a dit « Oui, mon chéri. Donc, il faut que je construise mon bateau dans le jardin. » « Oui, mon chéri. » « Eh bien, il faut que je reste 3 semaines dans mon bateau. » « Oui, mon chéri. » Et donc, en fait, j'ai passé 3 semaines dans un petit truc que j'avais construit avec des tonneaux et des planches. Donc, évidemment, je suis pas allé sur l'eau. Je suis resté 3 semaines, en fait, sur de l'herbe, mais à l'intérieur de mon bateau. Et ma mère m'amenait à manger et elle m'autorisait pendant ces vacances-là à coucher dans le jardin, dans mon bateau. Et en fait, j'ai réellement traversé mon Atlantique. Bien sûr que j'étais sur de l'herbe. Et bien sûr que je savais que j'étais sur de l'herbe. Jouer, ça ne veut pas dire être fou. Et le gamin que j'étais jouait tout le temps. C'est-à-dire, il s'autorisait à transformer la réalité à partir des règles qu'il s'imposait lui-même. Je parle de moi à la 3e personne, je deviens fou. Non, mais je parle du gamin que j'étais, en fait. Donc, complètement cinglé. Donc, je vais parler de moi. Je jouais, c'est-à-dire que je créais des règles du jeu qui devenaient ma réalité. Alors oui, bien sûr, je savais que j'étais sur de l'herbe, je n'étais pas fou, mais j'ai réellement traversé mon Atlantique. Et ça, avoir une mère qui vous autorise à être cinglé comme ça, c'est-à-dire qui rend normal toutes ces excentricités, eh bien, ça donne une leçon de vie qui est énorme. C'est-à-dire, ça m'a donné l'envie de créer, d'imaginer des choses pour faire exister mon coin de paradis. J'ai une chanson qui explique ça, qui s'appelle Divine Comédie. Lorsque j'ouvre les yeux, je ne vois rien de beau. Pas un reflet des cieux, pas une larme d'en haut. Lorsque j'ouvre les yeux, je ne vois rien d'absolu. Pas le plus petit feu qui me rendrait la vue. Alors je joue comme un gosse, je joue à faire comme si. Et j'imagine ma divine comédie. Alors je joue comme un gosse, je joue à l'infini pour le faire exister, mon coin de paradis. Lorsque j'ouvre les yeux, je ne vois pas d'amis. Enfin, je parle de ce dont nous rêvions petit. Lorsque j'ouvre les yeux, je ne vois pas d'amour, que des désirs soucieux de posséder toujours. Alors je joue comme un gosse, je joue comme un gosse, à faire comme si. J'imagine ma divine comédie. Alors je joue comme un gosse, je joue comme un gosse à l'infini pour le faire exister, mon coin de paradis. Lorsque j'ouvre les yeux, je ne vois pas de sens. Un ciel silencieux, des illusions qui dansent. Que de la poudre aux yeux, je veux tout effacer. Et à l'instar des dieux, tout réinventer.
Alors je joue comme un gosse, je joue comme un gosse, à faire comme si. Et j'imagine ma divine comédie. Alors je joue comme un gosse, je joue comme un gosse, à l'infini, pour le faire exister, mon coin de paradis. Alors je joue comme un gosse, je joue comme un gosse, à faire comme si. J'imagine ma divine comédie. Alors je joue comme un gosse, je joue comme un gosse, à l'infini, pour le faire exister, mon coin de paradis. Pour le faire exister, mon coin de paradis. Pour le faire exister, mon coin de paradis. Et les chansons, elles accompagnent mes expériences de vie, mes parcours de vie, ça a été très important dans mon existence. C'est une très belle histoire parce que c'est vrai que vous en parlez dans votre livre et je l'ai trouvée extrêmement touchante. Et effectivement, tous les parents n'autorisent pas ce que vous dites, cette excentricité, si on peut dire que c'est une excentricité, mais effectivement, il y a des parents qui pourraient dire « Non mais attends, tu vas pas passer 3 semaines dans le jardin ». Moi, le pire, c'est que je ne crois pas que ce soit une excentricité. Je pense que la vraie excentricité, c'est de faire un travail qui nous emmerde, de s'obliger à faire des choses qui nous emmerdent, de rentrer dans un moule pour paraître tel qu'on n'est pas, etc., etc. Ça, je trouve ça complètement excentrique. Non, mais là, je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire, je trouve qu'on n'est pas du tout centré, justement. Pour moi, le fait de faire ce qui nous correspond, de faire ce qui nous habite, de faire des choses qui augmentent en nous notre envie de vivre, moi je trouve pas ça excentrique. Vous savez, Georges Bernard Shaw, ce littérateur anglais du siècle dernier, disait ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête de jouer, c'est parce qu'on arrête de jouer qu'on vieillit. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est exactement ça. Et pouvez-vous dire que vous avez eu une enfance plutôt heureuse? Très heureuse. Oui, ça je peux le dire sans aucun problème. Très, très heureuse. Et j'étais 9e d'une famille de 10, et en plus mon père avait construit une maison en face de notre maison avec 2 amis à lui. Donc en fait, dans la maison en face de chez nous, c'était 2 familles de gens amis de mes parents, et dont les enfants étaient comme mes frères et sœurs. Donc j'ai vécu dans une espèce de grande famille énorme, avec beaucoup d'amour. Et qu'est-ce qui vous animait profondément lorsque vous étiez adolescent et jeune adulte? Alors, ça s'est compliqué un peu lorsque j'étais adolescent. C'est-à-dire que ma quête de sens, mon besoin de lien, tout ça, à l'extérieur, je le trouvais beaucoup moins qu'à l'intérieur de cette famille, de ce petit paradis, entre guillemets, dans lequel je vivais. Et à l'adolescence, les choses se sont compliquées et les souffrances se sont multipliées. Voilà. Et je sais que j'ai comme beaucoup de surdosés, entre guillemets, j'ai eu besoin de trouver quelqu'un qui m'en donne du sens. C'est souvent le cas, on cherche des mentors, on cherche des gens qui sont à même de vous apporter des réponses à des questions que vous posez et qui peuvent être des tortures. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot question. Quand on disait au Moyen-Âge, on va le passer à la question, ça veut dire qu'on va le torturer. Donc j'ai trouvé dans mon prof de philo de terminale quelqu'un qui a apporté des réponses à mes questions et à mes envies de changer le monde, en fait. C'est très très prétentieux de dire les choses comme ça, mais c'est en tout cas l'envie. C'est-à-dire, lorsque vous ne vous identifiez pas au monde qui vous entoure,
lorsque vous ne retrouvez pas, lorsque vous ne vous reconnaissez pas dans le monde qui vous entoure, effectivement, vous avez deux attitudes possibles. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire vous fondre dans le moule pour être accepté, ou au contraire, chercher à refondre le moule. Donc, à changer le monde, voilà, à vouloir transformer les choses, pour le dire de façon un petit peu moins prétentieuse. Bon, ceci dit, je confie aux auditeurs, j'ai pas réussi à le transformer. Mais justement, est-ce que vous avez suivi ces aspirations de vouloir changer le monde, d'apporter votre pierre à l'édifice à cette période-là ? Oui, j'ai voulu faire, d'ailleurs, je me reconnais dans cette phrase de Nelson Mandela qui disait que l'éducation était l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ce que j'ai voulu faire, c'est de créer une école, parce que je pensais effectivement qu'à travers l'école, il y avait une possibilité de bouleverser les choses, de changer très profondément une poignée de gens, et en tout cas d'apporter moi, comme vous le disiez tout à l'heure, ma pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette rencontre. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast Il y avait une fois, sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme de votre choix ou encore sur YouTube. Et laissez-y votre avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À bientôt pour le prochain épisode.